Bonjour, chers étudiants. Bienvenue à cette dernière capsule vidéo de la session par rapport à votre cours de gestion de projet. Donc, c'est la capsule de révision en vue de l'examen théorique final. Je vous rappelle qu'il va avoir lieu le 25 mai à partir de 13 heures. J'avais planifié une plage horaire de 13 heures à 16 heures, mais je vous annonce en grande primeur que je vais ajouter une heure de temps pour faire l'examen parce que là, je ne veux pas vous créer un stress, je ne veux pas non plus que vous paniquiez avec ça, vous allez être prêt à le faire, mais c'est un bon examen étoffé. Et ceci étant dit, bien, vous allez avoir de 13 heures à 17 heures pour faire l'examen. Vous allez le récupérer dans la section travaux dans l'EA à 1 heure le 25 mai et il faudra le remettre à 5 heures. Ça vaut quand même pour 30 de votre note. Il y a 10 questions. Si vous avez droit au service adapté, vous avez juste à me faire une demande par MIO. Il n'y aura pas de problème. Je vais ajuster votre temps en fonction de ça. Et ben, c'est pas mal ça, les informations générales. En fait, ça va être un document Word dans lequel vous allez reporter vos questions, répondre aux questions directement dans le fichier Word. Je vous ai bien identifié là, des zones de texte écrites en rouge où vous devez aller mettre vos réponses. Si jamais vous utilisez un fichier Excel pour faire certains calculs, je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, je ne peux pas le contrôler à distance. Par contre, il faut reporter vos réponses dans le fichier Word. Donc, moi, c'est vraiment uniquement le fichier Word de l'examen que je vais corriger. Donc, en résumé, 25 mai à 1 heure, vous allez sur l'EA dans la section travaux, vous récupérez le fichier Word. N'oubliez pas, quand vous ouvrez le fichier, de l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous faites votre examen et vous le remettez avant 17 heures sur l'EA, toujours dans la section travaux. Comme à l'habitude, je sais qu'il y en a parmi vous là, à qui je n'ai jamais enseigné, mais j'ai l'habitude de vous donner carrément le contenu de l'examen. Sachez que le PowerPoint que vous voyez présentement ne sera pas disponible dans l'EA. Par contre, vous pouvez venir consulter cette vidéo-là le nombre de fois que vous voulez. Donc, c'est parti. La question 1 de l'examen porte sur les projets. C'est quoi la définition d'un projet? C'est quoi des tâches et c'est quoi un programme? Donc, ça fait référence au chapitre 1 dans vos notes de cours et la question 1 vaut 7 points. Je vous ai remis ici là, la définition d'un projet. Donc, n'oubliez pas qu'un projet, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça demande un certain effort complexe qui n'est pas dans nos tâches habituelles au travail. Donc, c'est pas répétitif, c'est un projet qu'on peut qualifier d'unique. Et évidemment, bien, on a toujours les mêmes contraintes en gestion de projet, là, de temps, de budget, de ressources. Et souvent, bien, on organise un projet pour répondre aux besoins d'un client. Des fois, le client peut être à l'externe de l'entreprise, mais des fois, votre client peut être à l'interne. Donc, quand votre patron vient vous voir pour mettre sur place un projet, c'est un exemple de client interne. Les 5 grandes caractéristiques d'un projet, bon, on se rappelle, hein, il y a un objectif qui est clairement établi. Un projet, ça se caractérise par une durée qui est déterminée. Il y a un commencement et il y a une fin. Évidemment, dans la planification, parce que dans le réel, c'est rare qu'on arrive à la fin, à la date précise qu'on s'était fixée dès le départ. La participation dans la majorité des projets vient de plusieurs services, de plusieurs spécialistes. On va chercher des expertises qui sont différentes. L'exécution d'un travail qui est en général jamais effectué auparavant. Autrement, ça serait davantage une tâche qu'un projet. Et il y a des exigences précises en matière de temps, de coût et de rendement. On avait fait un petit exercice en classe là, pour voir est-ce que c'est une tâche ou un projet. Donc, vous pouvez regarder tout ça. Là, à l'examen, c'est ce que je vais vous demander de faire, de m'identifier un projet, de m'identifier des tâches. Et aussi, vous devez savoir ce qu'est un programme. Donc, rappelons-nous, un programme, dans le fond, c'est j'allais dire un ramassis, là, mais ce n'est pas vraiment un beau mot, là, un regroupement de projets qui sont coordonnés les uns aux autres.
Donc, c'est plusieurs projets qui, cumulés ensemble, nous permettent de réaliser un grand projet. L'exemple que je vous ai mis, c'est une entreprise qui va s'établir à l'international. Bien, là-dedans, on pourra avoir le projet d'embaucher à l'international. On pourra, avec des tâches comme passer des entrevues, publier des offres d'emploi, traduire des offres d'emploi. On pourrait avoir un autre projet qui est la construction de l'usine à l'étranger, avec des tâches comme faire les plans de construction, superviser les travaux. Puis, on pourrait avoir un autre projet qui est établir le réseau de distribution à l'international avec des tâches comme trouver des fournisseurs. Donc, voyez-vous, mes 3 projets qui sont de recruter à l'international, de s'établir physiquement à l'international avec une usine, et mon autre projet que je viens de vous dire, qui est de développer le réseau de fournisseurs à l'international. Bien, ces 3 projets-là nous permettent d'atteindre notre projet ultime, qui est une entreprise qui s'établit à l'international. Ça serait un exemple de programme. Si vous voulez réviser ce contenu-là, comme je vous disais, c'est dans le chapitre 1. Ensuite, on passe à la question 2. La question 2 de l'examen, elle vaut 5 points. Elle fait aussi référence au chapitre 1 et on va parler ici du cycle de vie d'un projet. On avait vu ensemble qu'il y avait 4 grandes phases dans le cycle de vie d'un projet: la définition, la planification, l'exécution et la clôture. Moi, je vous invite à réviser ce graphique-là ici qui vous permet là, de voir dans le bas quelles sont les différentes tâches qu'on va retrouver là, à chacune des étapes du cycle de vie d'un projet. À l'examen, je vais vous mettre des affirmations et vous allez devoir les classer selon l'étape à laquelle ça correspond, tout simplement. Vous pouvez, pour ce faire, là, réviser l'exercice qu'on avait fait en classe ensemble. Je pense que c'est un devoir que je vous avais donné en début de session. Vous avez ça sur Léa, donc vous avez des éléments ici et vous deviez venir les classer. Bien, c'est exactement ça que vous allez devoir faire à l'examen. La question 3 de l'examen, maintenant, elle vaut seulement 2 points et c'est sur l'élaboration des objectifs. Donc, c'est toujours important en début de projet d'élaborer des objectifs. Et moi, bien, je veux valider que vous êtes capable de rédiger un objectif qui est SMART. Donc, assurez-vous que votre objectif est assez spécifique et non pas trop général. Il faut que, par spécifique, ce qu'on entend, c'est qu'il faut qu'en lisant votre objectif, on sache exactement de quoi vous parlez. Par exemple, mettons, recruter à l'international, ça ne serait pas assez spécifique. Recruter des employés de production, ça serait assez spécifique. Ou recruter des travailleurs en santé et sécurité au travail, ça serait assez spécifique. Il faut que ce soit mesurable. Donc, je dois avoir un nombre. Recruter 8 employés en santé et sécurité au travail. Il faut que ce soit atteignable. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est atteignable? Là, ça se ressemble, là, ces deux choses-là, mais dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est atteignable dans les conditions du marché, dans les conditions de l'entreprise? Puis, est-ce que c'est réalisable dans les contraintes que j'ai en temps, en budget et en qualité? Si vous allez vous établir en Chine et qu'il y a un seul employé en Chine qui travaille en santé et sécurité au travail, bien, peut-être que pour vous, c'est atteignable là, avec vos ressources de recruter 8 employés, sauf que ce n'est pas réalisable parce qu'en Chine, il n'y en a pas d'employés en santé et sécurité au travail. Et finalement, bien, vous devez vous donner un horizon temporel. Donc, vous devez spécifier dans le temps, dans combien de temps vous voulez atteindre votre objectif. Donc, ça, c'était la question 3 de l'examen. On passe maintenant à la question 4. Donc, la question 4, elle fait référence au chapitre 4, partie 2 dans vos notes de cours. C'est une question qui vaut 6 points et elle fait référence à la structure de découpage de projet.
Rappelons-nous que dans le fond, la SDP, c'est un plan qui est détaillé, qui permet au gestionnaire de s'assurer que l'ensemble du travail va être bien défini. Et on dit qu'on travaille là, avec des projets, des livrables, des sous-livrables et des tâches. Dans le cadre du cours, nous, on fonctionne seulement avec 3 niveaux. Donc, le premier niveau qu'on utilise, c'est le projet en tant que tel. Le deuxième niveau, ce sont les livrables. Et le troisième niveau que nous, on utilise, bien, c'est les tâches. Dans l'examen, je vais vous demander de construire une structure de projet selon une mise en situation. Donc, je vais vous raconter la petite histoire d'un projet que vous avez à planifier et vous allez devoir me créer la structure de découpage de projet à 3 niveaux. C'est l'équivalent, en fait, de ce que... Oups, excusez-moi. C'est l'équivalent de ce que vous avez fait dans votre devoir 4, qui était votre structure de découpage sur Asana. Donc, vous pouvez aller réviser ça. L'important, là, vraiment, c'est de trouver, de me mettre un titre à votre projet pour le niveau 1, de me trouver les livrables qui sont le plus pertinents pour parvenir à l'élaboration de votre projet et de me trouver pour chacun des livrables des tâches. Dans l'examen, ça va être spécifié combien de livrables et combien de tâches je m'attends pour la mise en situation. Ensuite, on est rendu à la question 5 de l'examen. Elle vaut 3 points. Elle fait référence au chapitre 4, partie 1. C'est la matrice des priorités d'un projet. Ce qu'on avait vu ensemble ici, bien évidemment, là, les points, c'est un exemple. Les points dans votre projet à vous pourraient être différents. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en gestion de projet, on a toujours une contrainte de temps, de performance et de coût. Et qu'on va gérer chacune de ces contraintes-là de façon différente. Donc, une contrainte qu'on n'aura pas le choix. On va l'accepter. Il y a une contrainte maintenant qu'il faut vivre avec. Et finalement, il y en a une qu'on va essayer d'optimiser le plus possible. Si je prenais un exemple là, pour la matrice que vous avez à l'écran présentement, si je vous dis que mon client, j'annonce à mon client que finalement, il m'avait, en fait, mon client, excusez-moi, m'a dit, Roxane, j'avais 20 000 pour le projet. Finalement, je vais en avoir juste 18 000. Bon, bien, ça, je n'ai pas le choix. Tu sais, je vais accepter que le budget qu'on m'a donné est moindre. Un autre exemple, ce serait, j'appelle un fournisseur pour avoir des ballons. Et finalement, les seuls ballons que je peux avoir à ce temps-ci de l'année, bien, ils coûtent plus cher que ce que j'avais budgété. Bien, ça aussi, ce sera un exemple d'acceptation des coûts. Maintenant, si je parle d'optimisation du temps, mon client m'appelle et il me dit, je ne sais pas, moi, on avait prévu que le party qu'on organisait pour nos employés allait commencer seulement à 5 heures. Finalement, on va commencer notre party d'employés à 4 heures. Bon, ben moi, il va falloir que je trouve un moyen pour optimiser mon temps. Donc, je n'avais rien prévu, moi, de 4 à 5. Donc, maintenant, je vais essayer d'optimiser le tout pour que mon événement fonctionne en bout de ligne, même si j'ai eu un changement au niveau du temps. Sinon, ça pourrait être comme exemple un client qui m'appelle et qui me dit, là, Roxane, tu as moins de temps que prévu pour faire le projet. Mais moi, j'avais prévu que décorer la salle, ça allait prendre 2 heures. Bon, ben là, finalement, je vais optimiser mon temps. Donc, au lieu d'avoir un seul employé qui va décorer la salle, je vais essayer d'en avoir 2 ou 3. Et finalement, mettons une contrainte de performance. C'est mon client qui me dit, Roxane, on ne peut absolument pas modifier la qualité de tel élément dans mon party des employés. Donc, je ne sais pas, là, prenons comme exemple la nourriture. Je veux absolument que ce soit un repas 5 services avec
avec un accord mets et vins. Ben ça, ce que ça me dit, c'est que vu que la performance ou la qualité est une contrainte pour mon projet, ben je ne peux pas décider de changer le temps qui est alloué ou les coûts qui sont alloués à cette tâche-là, principalement axée sur le repas. Dans l'examen, ce que vous allez avoir, c'est une mise en situation par rapport à un projet, justement, avec un client, et vous allez devoir m'identifier laquelle des contraintes de temps, de performance ou de coût, laquelle est une contrainte, laquelle est une optimisation, puis laquelle est une acceptation. On est rendu maintenant à la question 6 de l'examen. Elle vaut 3 points et elle fait référence au chapitre 3 dans vos notes de cours. Donc, ça va être une question concernant les structures organisationnelles. On en a vu 3 ensemble. On a vu l'organisation fonctionnelle, l'organisation des équipes autogérées et l'organisation matricielle. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur cette théorie-là et surtout d'être capable, ce que je veux que vous soyez en mesure de faire, c'est d'être capable d'identifier qu'est-ce qu'une organisation matricielle, une organisation autogérée ou une organisation fonctionnelle et de connaître les grandes lignes des avantages et désavantages de chacun. La question 3 maintenant. Excusez-moi, la question 7. La question 7 de l'examen, elle porte aussi sur le chapitre 3. Elle vaut 4 points. Et ici, on s'intéresse aux 3 niveaux de l'organisation matricielle. Si vous allez voir la vidéo là, sur cette théorie-là, vous allez voir qu'on peut avoir une matrice qui est faible, une matrice équilibrée ou une matrice forte. Et que tout dépendant des différents niveaux de matrice, les rôles des gestionnaires fonctionnels versus les gestionnaires organisationnels ne seront pas les mêmes. Donc, le boss fonctionnel et le gestionnaire de projet, dans le fond, ils n'auront pas les mêmes tâches. Ce que je veux que vous soyez capable de faire, c'est d'être capable de reconnaître quelles tâches vont dans la matrice faible, lesquelles vont dans la matrice équilibrée et lesquelles vont dans la matrice forte. À l'examen, vous allez avoir une liste d'énoncés avec les rôles de chacun des gestionnaires et vous allez devoir les classer selon le niveau de force, dans le fond, de la matrice. Ensuite, question 8. La question 8 de l'examen, elle vaut 8 points et elle fait référence à la méthode des points fonctionnels. C'est le chapitre 5. Encore une fois, vous pouvez aller regarder la vidéo sur la théorie que j'ai déposée il y a quelques temps sur YouTube. Je fais l'exercice que vous voyez présentement à l'écran en live sur la vidéo. Donc, vous allez pouvoir apprendre comment faire la méthode des points fonctionnels. C'est aussi le sujet de votre devoir 5. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire, de réviser l'exercice sur la vidéo, qui est aussi disponible sur Léa, et de réviser votre devoir 5 également. Parce qu'à l'examen, vous allez avoir exactement le même exercice à faire. C'est juste que la mise en situation va être différente, évidemment. Donc, vous allez avoir un nombre d'éléments à créer. Dans l'exemple présent, c'était des entrées, des sorties, des requêtes, des fichiers, des interfaces. Mais moi, ça pourrait être, je ne sais pas moi, le nombre de maisons à construire, le nombre de cabanons à construire, le nombre de garages à construire. Vous allez avoir la pondération de la complexité qui va vous être donnée en points fonctionnels. Je vais identifier pour chacune des catégories de construction à faire quels seront les niveaux à utiliser pour la matrice et vous allez avoir une série de questions comme ça pour savoir c'est quoi le total de points fonctionnels du projet, combien d'employés on a besoin, combien de temps va durer le projet. La question 9 maintenant,
porte sur la charte de projet. Ça vaut quand même 20 points de l'examen. Vous allez retrouver l'information dans le chapitre 4, partie 1. Donc, rappelez-vous que la charte de projet, ben, c'est une façon d'avoir une vision globale du projet pour mettre sur papier les grandes lignes d'une planification. Puis, aussi, ultimement, ben, que tous les membres de l'équipe aient une vision commune du projet. Vous pouvez aller réviser votre devoir 3 qui portait justement sur la charte de projet de Fire Festival. Dans l'examen, vous allez avoir une mise en situation, encore une fois, où vous allez être nommé gestionnaire de projet principal pour l'organisation d'un événement. L'événement va être spécifié dans l'examen. Vous allez aussi avoir les exigences de votre client qui vont être écrites là-dedans. Et vous allez devoir reproduire la charte de projet pour cet événement-là. Évidemment, il y a des informations qui ne seront pas dans l'examen. Vous n'avez pas besoin de faire de recherche sur Internet par rapport à ça, là. Vous pouvez m'inventer des choses en autant que ce soit logique. Donc, si je vous demande de, par exemple, organiser un événement et que dans votre liste d'équipes de projets proposés, vous n'avez pas personne pour gérer la vente de billets ou gérer le marketing ou les finances de l'événement, bien, ce n'est pas très logique. Donc, cette charte de projet-là, elle va être corrigée là, vraiment en fonction des informations qui sont fournies dans l'examen et selon le gros bon sens de ce que vous allez m'écrire. Fait que vous n'avez pas besoin de commencer à faire une recherche là, sur les événements du Québec pour avoir la bonne information absolument à mettre là-dedans. Finalement, la question 10, et non pas la moindre, parce que la question 10 comporte un gros cas de gestion de projet avec 5 sous-points dedans. Donc, la question 10 vaut pour 42 points de l'examen. Le premier sous-point, c'est la classification des projets. Donc, est-ce qu'on fait face à un projet de conformité, un projet opérationnel ou un projet stratégique? La mise en situation dans l'examen, c'est que vous venez de commencer comme gestionnaire de projet dans une entreprise qui va vous être spécifiée dans la mise en situation. Et là, bien, vous devez planifier votre travail de gestionnaire de projet. Et votre première étape, c'est de classer les projets. Fait que vous allez avoir une liste de projets qui va vous être fournie et vous allez devoir la classer. Pour ça, bien, je vous invite à réviser votre devoir numéro 1 où vous aviez justement une liste de projets à classer. Ça va être sensiblement la même chose. Vous allez retrouver la théorie par rapport à ça dans le chapitre 2, partie 1. Une fois que vous allez avoir classé vos projets, bien là, il va falloir calculer la vanne de chacun des projets. Donc, ça, c'est le chapitre 2, partie 2. Pour ce faire, je vous invite à réviser l'exercice qu'on avait fait directement dans les notes de cours, mais aussi de réviser les exercices qu'on avait fait en classe. C'est un document qui est encore sur Léa, d'ailleurs, où je vous demandais de calculer des vannes. Vous pouvez aussi aller voir le devoir 2 sur le calcul des vannes pour les différents immeubles. Si vous êtes à l'aise là, avec les calculs qu'on a fait en classe, ça va très bien aller pour l'examen. C'est la même chose. Je vous donne un taux de rendement. Je vous donne le nombre d'années nécessaires. Je vous donne les flux monétaires de chaque année. Je vous donne aussi l'investissement initial et vous devez me calculer la vanne. Vous pouvez prendre le risque à l'examen de mettre seulement le total de la vanne comme réponse. Par contre, moi, je vous invite fortement à me mettre le détail de vos calculs parce que si jamais vous avez fait une petite erreur ou si jamais vous avez mal calculé à l'aide de votre calculatrice, bien, au moins, je peux aller vous donner des points pour votre démarche. Tandis que si vous mettez juste la réponse finale, bien, je me retrouve à vous mettre 0 ou tous vos points si c'est bon. Une fois que vous allez avoir classé vos projets, que vous allez avoir calculé la vente de chacun de vos projets, maintenant, vous allez devoir faire la matrice de portefeuille de projet. Ça, vous retrouvez ça dans le chapitre 2, partie 1. Donc, on se rappelle là, que là, on est dans les méthodes pour qualifier nos projets.
ce qu'on regarde dans cette matrice-là, c'est est-ce que le niveau de difficulté est élevé pour faire ce projet-là ou le niveau de difficulté est faible? Ça, c'est de l'information qui va vous être donnée dans le cas. Ça va être écrit tel projet à un niveau élevé, tel projet à un niveau faible. Donc, vous allez pouvoir savoir si vous les placez en haut de la matrice ou dans le bas de la matrice. Et ensuite, bien, vous allez pouvoir savoir si vous les placez à droite ou à gauche selon le calcul de vente que vous allez avoir calculé avant. Donc, de bien comprendre aussi qu'est-ce que ça signifie, cette matrice-là. Si j'ai un projet qui est difficile à réaliser, donc un niveau de difficulté qui est élevé, et que ma vanne, elle est négative, bien, est-ce que le pain et le beurre, c'est une case qui vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de perdre de l'argent avec un projet et qui va être difficile à faire? Peut-être pas, sauf dans les cas de projet de conformité. Bien, ça arrive qu'on perde de l'argent avec ça, mais on est obligé de le faire même si c'est difficile. Maintenant, si j'ai une perle, donc un projet qui me demande quand même beaucoup d'efforts, mais qui m'apporte une vente qui est positive, est-ce que ça, c'est bon pour mon entreprise? Bien, certainement, à condition d'avoir les ressources pour y arriver. Maintenant, si on regarde les huîtres, bien, c'est un niveau de difficulté qui est faible. Et la vanne, elle est positive aussi. Donc, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Ben oui, certainement. L'huître, dans le fond, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est que quand on l'ouvre, l'huître, ben, il y a une perle qui en ressort. Donc, peut-être que oui, le projet va être va demander moins d'efforts à faire, mais il va permettre une vente qui est positive. Par la suite, on a l'éléphant blanc. Donc, l'éléphant blanc, lui, même chose, le niveau de difficulté va être plus bas, mais la vanne, par exemple, elle va être négative. Donc, OK, c'est pas très compliqué à faire, mais ça ne nous rapporte pas d'argent. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Ça dépend encore une fois. Des fois, c'est des projets qu'on est obligé de faire. Des fois, c'est pour concurrencer aussi avec justement la concurrence. Donc, ça nous fait perdre de l'argent à court terme, mais peut-être que par la suite, ça va déboucher sur un autre projet. Et donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'être capable de placer vos projets que vous allez avoir évalués dans les autres étapes dans cette matrice-là. Par la suite, ce que vous allez devoir faire, c'est une matrice de filtrage de projet. Ça aussi, ça fait référence au chapitre 2, partie 1. Donc, on avait vu qu'il y avait des façons quantitatives d'évaluer des projets, mais qu'il y avait aussi des façons qualitatives. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé pondérer certains critères pour l'entreprise afin d'obtenir une note pour chacun des projets. Je sais que ça fait quand même longtemps, mais on avait fait dans le devoir 1 la société vélo et vous deviez aller mettre des notes sur 10 à chacun des projets avec une pondération différente pour chacun des éléments choisis par l'entreprise. Et par la suite, bien, vous deviez trouver la pondération totale des différents projets. Donc, par exemple, si on faisait 9 fois 2 plus 5 fois 5 plus 2 fois 4 plus 0 fois 3 plus 2 fois 1 plus 5 fois 3 et ça me donnait un résultat. Et évidemment, bien, on conservait les projets qui nous donnaient la plus haute note. C'est évidemment les chiffres que vous mettez dans la matrice ici. Les chiffres que vous voyez présentement en rouge, bien ça, c'est libre à vous. Ça dépend de votre compréhension de la situation. Dans l'examen, moi, je vais vous donner les différents critères ici, donc vous n'aurez pas à les trouver. Je vais aussi vous donner les pondérations de chacun des critères. Vous, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller pondérer ces critères-là pour arriver à un résultat final. Finalement, la dernière question de l'examen, ben, c'est en lien avec ce qu'on vient de faire. C'est la conclusion de la question 10. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, ben, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 4 modèles d'évaluation de projet, qualitatif et quantitatif.
Donc, vous allez avoir évalué une liste de projets selon leur classification. Est-ce que c'est des projets de conformité, d'opération ou stratégiques? Ces projets-là, vous allez aller les analyser quantitativement avec la VAN. Vous allez prendre votre information de la VAN pour être capable de faire votre matrice de portefeuille de projets et les classer dans un des 4 cadrans. Ensuite, selon des critères pondérés, vous allez avoir évalué les projets de façon qualitative. Donc, évidemment, ce qui vient logiquement au bout de tout ça, c'est d'être capable de me rédiger des conclusions par rapport à l'ordonnancement de ces projets-là. Donc, en tant que nouveau gestionnaire dans l'entreprise, vous avez fait 4 modèles d'analyse de projet. Quel projet vous pensez faire en premier, lequel vous allez faire en dernier, pourquoi? Donc, je veux que vous justifiez vos conclusions puis vos recommandations d'analyse grâce aux 4 modèles d'analyse que vous allez avoir fait. Donc, c'est une question davantage axée sur du texte. Vous allez devoir m'écrire un texte, dans le fond, de recommandation, un peu comme vous le feriez à votre patron pour dire comment vous voyez votre rôle de gestionnaire de projet à travers tout ça. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de l'examen. Évidemment, à travers votre révision, si vous avez des questions, si vous voulez valider des réponses, moi, je ne vais pas vous envoyer de corriger des examens qu'on a fait pendant la session. Par contre, si vous faites l'exercice et que vous voulez valider une réponse avec moi, ça va me faire plaisir de le faire. S'il y a des points à travers tout ça aussi qui vous êtes en train de réviser puis c'est peu clair ou vous n'êtes pas certain de comprendre, bien, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire grand plaisir de vous aider. Autrement, bien, moi, je considère que vous avez l'ensemble de l'information et l'ensemble des documents, en fait, pour vous permettre de faire votre révision convenablement. Sinon, bien, en fait, on ne se revoit pas, mais on se recontacte le 25 mai pour votre examen. Bonne préparation à tout le monde et bonne fin de journée!